En plein cœur des États-Unis se trouve le Dakota du Sud, un état paisible en apparence avec ses immenses plaines vallonnées, sa dense forêt des Black Hills, protégée désormais, et bien sûr ses derniers troupeaux de bisons. Malgré tout, le sang a coulé sur ce territoire du Midwest quand les Amérindiens ont décidé de se lever face aux colons américains qui tentaient de leur ravir leurs terres. Finalement, le peuple autochtone a dû subir cette invasion, non sans résister vaillamment, et depuis, le calme est revenu. En tout cas jusqu'en 2000, et la sordide affaire que je m'apprête à vous raconter. Dans le Dakota du Sud se trouve la ville de Spearfish, dernière étape avant de franchir la frontière avec le Wyoming à une dizaine de kilomètres de là. C'est dans cette commune de 12 000 habitants que David et Dottie Pogue ont décidé de créer leur foyer avec la venue au monde de leurs deux enfants, Chester et sa sœur Samantha. C'est une famille américaine classique. Les parents travaillent, les enfants vont à l'école et tous les dimanches c'est un passage obligatoire à l'église avant de profiter des matchs de football américain dans l'après-midi. Une vie qui pourrait être rythmée ainsi des décennies entières. Malheureusement, en 1996, Dottie, la mère, estime que son bonheur ne se trouve plus auprès de son époux David. Celui-ci accueille très mal le divorce. Il tombe dans une forte dépression avant de mettre fin à ses jours. Un acte choquant pour tous les membres de la famille qui sont dévastés par un tel geste. C'est le début d'une période extrêmement difficile, principalement pour Chester qui semble avoir plus de mal que les autres à se remettre de la perte de son père. Ce ne sont pas ses camarades de classe du lycée qui vont l'aider à sortir la tête de l'eau. Le jeune homme de 16 ans est victime de brimades de la part des autres élèves qui le narguent de façon cruelle sur la mort de son père. Naturellement, Chester, en réalité, n'attendait qu'une chose, réussir à se constituer un groupe d'amis, ce qu'il ne parvient pas à faire malgré sa gentillesse. Il n'est perçu au lycée que comme le souffre-douleur. Plus pour longtemps, dans la mesure où il parvient à obtenir son diplôme de fin d'études, le conduisant alors vers une nouvelle étape de sa vie. Fini le harcèlement quotidien au lycée, puisque désormais il bascule dans les études supérieures en entrant dans la Kansas Technical School, où il étudie les technologies de communication. Un bol d'air frais pour Chester, qui sort petit à petit la tête de l'eau durant les 2 premières années de son cursus. En décembre 1999, âgé de 19 ans, le jeune homme revient auprès de sa mère Dottie à Spearfish, après plusieurs mois de stage dans la ville de Denver, en plein Colorado. Il ne lui reste plus qu'un semestre à accomplir pour être diplômé, mais Chester préfère prendre un peu de repos après cette période mouvementée et ce stage éprouvant. Il se réinscrira à l'université à la rentrée prochaine. En attendant, il décide d'habiter avec sa mère et sa sœur pour économiser, afin d'occuper son propre logement lorsqu'il reprendra les études. Il n'est pas spécialement ravi de retrouver une vie où il n'est plus totalement autonome, mais il comprend que c'est un mal pour un bien et puis la maison est suffisamment spacieuse, il parviendra à s'y faire. Tout se déroule pour le mieux avec sa mère et sa petite sœur. La famille se retrouve après la terrible épreuve et la mort de David quelques années auparavant. Cette pause dans les études a finalement eu du bon et permet de ressouder les liens familiaux. Le vendredi 10 mars 2000, Dottie et Samantha se préparent à laisser Chester seul quelque temps à la maison parce qu'elles s'en vont pour la Floride afin de fuir le rude hiver enneigé du Dakota du Sud. Elles souhaitent se ressourcer à l'autre bout du pays pendant que Chester garde la maison puisqu'il doit de toute façon travailler et n'a pas de congé. Quoi qu'il en soit, sa mère et sa sœur sont ravies de pouvoir partir. Elles l'embrassent avant de rejoindre l'aéroport. Voici donc le jeune homme seul. Il doit s'occuper de la maison, mais les journées vont paraître longues. La plupart du temps, il les passait avec sa famille. Comme il n'a pas beaucoup d'amis, encore moins maintenant qu'il s'est éloigné durant quelques mois, il risque de s'ennuyer. Mais il repense alors à des personnes qu'il a côtoyées au lycée et qui étaient les rares camarades de classe à ne pas l'avoir harcelé. Elijah Page, 19 ans, Briley Piper, 19 ans également, et Darrell Hoadley, 21 ans, sont 3 jeunes hommes habitant en colocation, mais surtout, ils sont amis, et ils ont un point en commun, leur jeunesse qui ne fut pas toute rose.
Briley Piper est le meneur de cette petite bande. Il est né à Anchorage en Alaska et il est celui qui s'affirme le plus grâce à un charisme naturel. Cependant, il a été turbulent lorsqu'il était plus jeune. Il a notamment eu affaire à la police à plusieurs reprises. Alors qu'il n'a que 13 ans, il aurait commis une agression sexuelle sur une femme qu'il aurait essayé de toucher à des endroits sensibles de son corps. Il a également fait l'objet d'une arrestation après avoir dépouillé l'un de ses camarades de classe à l'aide d'un couteau. Certes, ces événements se sont produits lorsqu'il était adolescent, mais ils démontrent la personnalité de ce jeune homme qui sait s'affirmer et visiblement n'a pas froid aux yeux. Avec lui vit Darrell Hoadley. Né dans l'état voisin du Wyoming, il a également eu une enfance difficile, mais pour d'autres raisons que celles évoquées dans le cas de Briley. Lui a été maltraité non seulement par sa mère, mais aussi par les nombreux amants qu'elle a menés à la maison. Dans le petit groupe, il est plus un suiveur. Sa personnalité est à l'opposé de celle de Briley. Il est discret et se contente de suivre le mouvement. Enfin, Elijah Page, né en Floride, est celui qui a connu les moments les plus rudes dans son enfance avec des agressions sexuelles subies de la part de sa propre mère. Plusieurs années durant, ils ont bougé. Il n'a pas connu de stabilité réellement, ni de confort d'ailleurs, vivant par moments dans des logements insalubres sans électricité, ni eau courante, ni chauffage, rendant les conditions de vie austères au possible. Si bien qu'il a finalement été placé en famille d'accueil, mais ces mésaventures ont laissé une trace indélébile sur le jeune homme. Alors, quand il a rencontré Briley et Darrell, il a enfin eu l'impression d'avoir trouvé ceux qui le comprenaient. Une sorte de famille en réalité, qui serait enfin là pour lui sans lui vouloir du mal, avec Briley et son charisme faisant office de figure paternelle qu'il n'a jamais connue. Même s'il est vrai que Chester apparaît avoir un comportement diamétralement opposé à celui de ses garçons, lui également a connu des moments difficiles, comme eux, et surtout Briley n'avait pas hésité à se rapprocher de lui, là où d'autres le rejetaient avec violence. Chester, qui était souvent isolé, était donc ravi de pouvoir partager des moments avec des amis, ce qui explique qu'il se soit lié d'amitié avec eux aujourd'hui. Il arrivait régulièrement qu'ils se rendent chez eux pour jouer à des jeux vidéo, passer des soirées ou des après-midi à discuter. Mais cette fois-ci, pour changer, il peut être l'hôte. Il propose naturellement à ses 3 amis de venir passer du temps chez lui, puisque sa mère est partie pour la semaine. Pour une fois, c'est lui qui allait recevoir. Chester est ravi de pouvoir accueillir des gens chez lui, ce qui n'arrive presque jamais. Tout le monde se met d'accord sur une date. Ce sera le dimanche 12 mars que tous les amis se rejoindront chez Chester qui prépare tout ce qu'il faut pour que le groupe soit à l'aise et ne manque de rien. Plus tard, Briley, Elijah et Darrell sonnent à la porte de Chester qui leur ouvre avec plaisir. Il les installe pour commencer ce qu'ils avaient prévu de faire, c'est-à-dire jouer à des jeux vidéo de longues heures durant. La bande se trouve dans la chambre de Chester. Les jeunes jouent à tour de rôle à la PlayStation, puis Briley et Elijah se lèvent pour sortir de la pièce sans réellement indiquer ce qu'ils vont faire, ce qui surprend Chester sur le coup. Mais il n'a pas envie de les embêter et passer pour une personne en train de les fliquer, alors il les laisse faire, continuant sa partie avec Darrell. Après quelques minutes, Briley ainsi qu'Elijah réapparaissent toujours sans que Chester ne connaisse la raison de leur soudaine disparition. Mais peu importe, les garçons demandent s'il est possible de prolonger la soirée chez eux plutôt qu'ici. Chester n'y voit pas de mal, et ils embarquent tous dans la voiture de celui-ci pour se rendre à leur colocation. Une fois sur place, Chester se gare. La bande arrive, ouvre la porte et, à l'intérieur du logement, Chester sent qu'il n'y a plus de présence autour de lui, ni plus aucun bruit. Il se retourne alors et voit Elijah pointer vers lui un pistolet de calibre 22. Il connaît cette arme puisqu'elle appartient à sa mère. C'est donc ça que faisaient Briley et Elijah. Ils fouillaient la maison de Chester tandis qu'il était occupé par Darrell. Voilà pourquoi ils ont demandé à se rendre ici. Manifestement, ils sont remplis de mauvaises intentions et le jeune homme va en faire les frais. Chester se trouve dans une situation délicate. Il fait face à une arme, à des individus qu'il ne connaît pas si bien finalement, et il craint pour sa vie à présent. Ces 3 agresseurs lui ordonnent de manière agressive de s'allonger au sol. Une fois qu'il a obéi, Briley s'approche de lui, puis lui assène de violents coups de pied partout sur son corps.
La douleur est atroce pour le pauvre Chester qui n'ose pas se défendre, encaissant sans broncher des dizaines de frappes qui lui brisent le corps. L'acte frénétique de Briley ne prend fin que lorsque la douleur devient si insupportable pour Chester que son corps préfère lui faire perdre connaissance durant plusieurs minutes. À son réveil, le garçon aurait souhaité que tout ceci ne soit qu'un cauchemar. Au lieu de ça, quand il ouvre les yeux, il ressent immédiatement la douleur vive des coups qui lui ont été portés quelques minutes auparavant. Mais surtout, il remarque qu'il est attaché à une chaise à l'aide d'une corde faisant le tour de son corps. En levant les yeux, il aperçoit ses 3 amis en train de l'observer silencieusement, comme si quelque chose était en préparation. C'est une sensation de panique extrême qui le parcourt. Chester supplie aussitôt ses bourreaux de ne pas lui faire de mal et de lui laisser la vie sauve. Il promet de ne rien raconter, de leur donner ce qu'ils souhaitent, mais ce qu'il obtient en guise de réponse fait froid dans le dos. Un long silence, suivi d'une scène inquiétante. L'un des garçons attrape une bouteille de bière posée à côté de lui. Les 2 autres se jettent comme des brutes sur Chester, lui saisissent le visage pour le forcer à ouvrir la bouche, ce qu'il fait sous la contrainte, et celui qui tenait la boisson la verse de force dans sa gorge. Simplement, ce liquide n'est pas composé uniquement de bière. Entre-temps, les 3 garçons avaient écrasé différents médicaments pour les mélanger à l'alcool, qui allait être ingéré par leurs victimes. C'est pour ça que Chester a remarqué que le goût n'était pas similaire à celui d'une bière classique. Le sadisme ne s'arrête pas là. Ces médicaments ne sont pas le seul ingrédient ajouté à la boisson. Les 3 faux amis ont également versé dans la bouteille de l'acide chlorhydrique, et en forte quantité. Cela signifie qu'au moment de verser ce mélange terrifiant, la moindre goutte du breuvage allait brûler la peau, la gorge et le système digestif de Chester. Une torture moyenâgeuse qui peut entraîner la mort. Les tissus de la gorge peuvent se mettre à gonfler en réaction au contact de l'acide et générer une asphyxie. L'estomac risque également d'être perforé, provoquant une hémorragie interne fatale, et il est également possible de régurgiter du sang tout en perdant connaissance, ce qui conduirait là encore à une asphyxie. Comment une soirée jeux vidéo avec des amis a-t-elle pu virer en un tel cauchemar? Et surtout, pourquoi ont-ils décidé de s'en prendre à lui de cette façon? L'explication arrive rapidement. Elijah fouille Chester. Ce qui l'intéresse, c'est son portefeuille. Il cherche à l'intérieur et extrait sa carte bancaire. C'est donc pour cette raison qu'il s'acharne sur le jeune homme innocent, l'argent. Ce qui est cruel, c'est que les 3 agresseurs ignorent littéralement Chester, qui endure une douleur horrible à cause de l'acide, mais surtout, ils parlent de se débarrasser de son corps en sa présence. L'un des 3 évoque la possibilité de se rendre dans le parc de Higgins Gulch, à une quinzaine de kilomètres de là. Les 2 autres apprécient l'idée qu'ils valident. Ils emmènent leur victime de force dans sa propre voiture et se rendent à l'endroit prévu. Le trajet dure une quinzaine de minutes. Chester est bien gardé. Il n'a aucune chance de s'échapper. Il doit patienter et ce moment doit sembler horriblement long. Une fois sur place, Chester espère qu'il y aura un passant ou n'importe qui dans les parages. Il n'hésite pas à crier d'ailleurs, mais il n'est même pas interrompu par ses bourreaux qui savent qu'à cet endroit il ne sera entendu par personne. C'est la raison qui les a conduits en ces lieux. Ils lui font emprunter un sentier totalement enneigé à cette époque de l'année, en prenant soin que leur victime se déplace quelques mètres devant eux pour qu'ils le surveillent étroitement et ne parviennent pas à s'échapper. Briley, Elijah et Darrell sont de véritables monstres. Ils jouent avec Chester, qu'ils molestent durant le trajet, n'hésitant pas à le faire lourdement chuter pour s'amuser. Sur le chemin, ils dénudent le jeune homme en lui ôtant tous ses vêtements, à l'exception de ses sous-vêtements, puis lui ordonnent de reprendre la route. Tout ça en plein milieu d'une nuit d'hiver enneigée. Quelques mètres plus loin, ils sortent du sentier, pour entrer dans une épaisse forêt sombre. Et Chester continue de subir les attaques féroces des 3 individus. Le garçon est à bout de force. Ils atteignent ce qui apparaît être un ruisseau, en tout cas un petit cours d'eau, et il est indiqué à Chester de s'y rendre. Le jeune homme sent que l'acide est en train de lui ronger les organes. On lui dit de s'allonger dans l'eau gelée, et à ce moment, Elijah sort un grand couteau. Chester comprend que ceux qui l'ont trahi ont bien l'intention d'aller au bout. Elijah s'approche de lui et le poignarde violemment au niveau de la gorge. Le jeune homme s'écroule, mais il n'est pas mort.
Il est simplement blessé, tout en saignant abondamment cependant. Avant qu'Elijah ne l'achève, Chester fait une dernière requête. Quitte à mourir, il aimerait que cela soit chez lui. Étonnamment, cette demande est accueillie favorablement par ces trois psychopathes qui souhaitent néanmoins qu'il nettoie le sang de sa blessure pour ne pas en répandre partout, ce que fait Chester. Tandis qu'il lave sa plaie, le garçon espère du fond du cœur que ce qu'il demande permettra à ses agresseurs de se rendre compte de ce qu'ils font. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Deux d'entre eux se jettent sur la pauvre victime en lui maintenant les bras, alors que le troisième lui plonge de force la tête sous l'eau. Ils sont en train de noyer Chester, qui se débat de toutes ses forces pour ne pas mourir, et juste avant qu'il ne s'asphyxie, sa tête est tirée hors de l'eau. C'est au tour de Briley de saisir le couteau. Il a envie de jouer avec la vie du jeune homme. Il l'entaille à plusieurs reprises en prenant son temps. Le sang de Chester se répand dans la neige au gré des coups de poignard qu'il lui inflige. Il se stoppe finalement, laissant la place à Darrell et Elijah qui prennent le relais. Ces derniers saisissent des pierres se trouvant à proximité afin de lapider le garçon. C'en est trop pour le corps de Chester qui stoppe les frais. C'est ainsi que le jeune homme est assassiné dans ces bois de l'une des pires façons qui puissent exister. Les trois agresseurs ne prennent pas la peine de dissimuler le corps de leur victime, le laissant ainsi nu, flottant dans le ruisseau. Ils remontent ensuite dans le véhicule de Chester pour fouiller sa maison puisqu'ils savent qu'ils ne seront absolument pas dérangés. Ils retournent littéralement le logement en emportant le moindre objet de valeur. Ils s'emparent du maximum qu'ils peuvent s'équiper et quittent les lieux. Le dimanche 19 mars sonne la fin du séjour pour Dottie et Samantha qui rentrent alors de Floride après avoir profité de magnifiques vacances au soleil. La mère et sa fille arrivent enfin à leur maison après ce long trajet retour. Il fait déjà nuit et elle remarque quelque chose de curieux. La propriété est plongée dans le noir, comme si elle était vide. Ce qui est curieux puisque Chester est censé la garder. Et puis Dottie est un peu déçue. Elle pensait que son fils l'accueillerait à bras ouverts après ces quelques jours éloignés l'un de l'autre. Cette préoccupation s'évapore rapidement au profit d'une autre, lorsqu'elle tourne la clé de la porte d'entrée et découvre sa maison sans dessus-dessous. Elle ne met qu'une fraction de seconde à comprendre. Le domicile a été visité par des cambrioleurs. Ce qu'elle ignore en revanche est le sort que ces derniers ont réservé à son fils adoré. Évidemment, malgré l'état déplorable de la maison, ce qui l'inquiète pour le moment est de savoir où se trouve Chester. Elle a beau crier dans le moindre recoin du logement, il n'y a aucune réponse, ce qui est naturellement angoissant. Un cambriolage, l'absence de son fils un dimanche soir, jour de son retour, Dottie sent au fond d'elle que cette histoire prend une très mauvaise tournure. Elle ne perd pas plus de temps et contacte rapidement la police pour signaler la disparition de son fils dans des circonstances plus que douteuses. Les agents sont réticents à lancer des recherches immédiatement. Chester a 20 ans, sa voiture n'est pas présente, il a tout à fait pu s'absenter, et le cambriolage s'est déroulé durant ce laps de temps. Dottie insiste, Chester est porté disparu, mais les recherches ne donnent rien. Les médias en parlent. Malheureusement, cela n'aide aucunement les autorités. Aucune piste ne leur est communiquée, comme si Chester s'était éclipsé de la surface de la Terre sans laisser la moindre trace. 5 semaines s'écoulent. Désormais, le printemps a remplacé l'hiver. Le samedi 22 avril, un couple décide de profiter de sa fin de semaine et du beau temps pour aller randonner dans le parc de Higgins Gulch. Ils profitent de l'ambiance que la forêt leur offre, mais les voici qu'ils atteignent une zone où l'odeur est particulièrement désagréable. Une odeur à laquelle on ne s'attend pas quand on cherche l'air pur de la montagne. Plus le couple avance, plus cette puanteur se fait présente, à tel point que l'air devient presque irrespirable. Ils continuent d'avancer dans les bois et découvrent ce qui est à l'origine de l'atmosphère nauséabonde, un cadavre en décomposition au fond d'un ruisseau. Aussitôt, la police est appelée sur place et ne traîne pas. Évidemment, il s'agit du corps de Chester Pogue. Les agents en sont certains, même si cela fait 5 semaines que le corps gît au fond du ruisseau. Celui-ci était si froid durant l'hiver qu'il a conservé naturellement le corps et a retardé sa phase de décomposition. Il est évident aussi que Chester n'a pas été victime d'un accident de randonnée. Il a été assassiné. Il suffit de voir les blessures qui parsèment son corps
Et surtout, il est entièrement nu. Les policiers sont choqués de leur découverte, parce qu'ils remarquent rapidement la brutalité du meurtre qui a été commis. Qui aurait pu lui en vouloir au point de le laisser pour mort ainsi? Difficile à dire. Chester n'avait pas d'ennemis, il a bien été intimidé lorsqu'il était au lycée, mais cela n'a jamais dégénéré au point de devenir physique. Puis, cela remonte à plusieurs années. Les enquêteurs n'ont pas la moindre piste non plus. Il n'y a pas réellement d'indices sur le lieu du crime, et l'investigation semble mal partie pour être résolue. La seule chose que révèle l'autopsie est la cause de la mort. Chester n'est pas décédé des nombreux coups de couteau qu'il a reçus, mais bien d'un coup fatal à l'aide d'un objet contondant, comme une pierre. La famille de Chester peut faire son deuil, mais n'aura visiblement jamais le fin mot de cette tragique histoire. Les policiers sont à deux doigts de classer l'affaire. Lorsqu'un homme se présente au commissariat en charge de résoudre le meurtre du jeune homme, il se présente sous le nom de Danny Burkhart. C'est un ouvrier qui travaille sur plusieurs sites de construction, et quand il arrive devant les policiers, il est plutôt décontracté. Pourtant, il réclame un enquêteur. Peu importe l'affaire sur laquelle ce dernier travaille, il aurait des informations à délivrer. L'homme indique qu'il est un employé dans la même entreprise qu'un certain Darrell Audley. Il arrive qu'ils interviennent sur des chantiers ensemble et durant l'une de ses missions, Darrell aurait raconté à Danny être impliqué dans un meurtre et avoir dissimulé le cadavre dans le parc de Higgins Gulch. Bien entendu, l'enquêteur fait immédiatement le lien avec le meurtre de Chester Pogue. Si ce que dit cet homme est vrai, l'affaire vient de rebondir. Et il pourrait s'agir d'une avancée majeure avec possiblement le meurtrier en ligne de mire. Mais bien sûr, il est impossible d'inculper qui que ce soit sur des simples paroles rapportées. Il faut du concret. Et puisque Darrell ne demande qu'à parler, les enquêteurs demandent à Danny Burkhart s'il serait prêt à porter un dispositif d'enregistrement afin de capturer les dires du suspect. Une proposition qui est loin d'être évidente. Venir rapporter des paroles auprès des autorités est une chose. Enregistrer quelqu'un et potentiellement un meurtrier violent en est une autre. Heureusement, le courage ne fuit pas Danny qui accepte de porter un appareil qui enregistrera toutes les paroles de Darrell. Une fois équipé du micro, l'homme est envoyé sur le terrain pour faire parler le suspect. Les policiers ne sont pas loin, au cas où cela viendrait à dégénérer. La conversation débute entre les deux collègues. Finalement, elle dévie sur le thème que les policiers espéraient. Darrell parle du meurtre de Chester. Il évoque le pistolet volé dans la maison de leur victime. Il explique qu'en réalité, il n'avait pas de munitions, ne les ayant pas trouvées dans la chambre de Dottie. Il détaille ensuite le meurtre, l'utilisation du couteau ainsi que son nettoyage pour ne plus laisser de traces de sang dessus. Il évoque également un autre nom, celui d'Elijah. Les enquêteurs savent désormais qu'il n'y avait pas un seul tueur impliqué dans cet acte de barbarie. Cet enregistrement est une aubaine pour la police qui, dans la foulée, emmène Darrell Audley au commissariat pour un interrogatoire. Il a l'air d'en savoir beaucoup et il doit se mettre à table. Les enquêteurs savent que Darrell Audley est mêlé au meurtre de Chester Pogue. D'ailleurs, il sera inculpé à la fin de son interrogatoire grâce à l'enregistrement et ils lui font bien comprendre que sa coopération pourrait lui épargner des malheurs à venir. Une pression phénoménale s'abat sur les épaules du jeune homme qui ne résiste pas longtemps, finissant par avouer avoir participé à l'assassinat. Il donne aussi les noms de Briley Piper et Elijah Page. Il précise qu'il n'est pas l'auteur du crime. Il n'était pas présent dans le parc lorsque cela s'est passé. Ce sont ces deux comparses qui ont tué le pauvre Chester. Cette déclaration est bancale. Les policiers disposent d'un enregistrement. Ils savent qu'il est au courant de l'utilisation d'un couteau, que Chester se trouvait à Higgins Gulch, et il connaît le déroulé des événements. Curieux pour une personne n'ayant assisté à rien. Alors évidemment, il explique que tout ceci lui a été raconté par son ami Elijah, qui lui aurait tout dévoilé avant de fuir la région en compagnie de Briley. D'après Darrell, il serait parti du côté de l'Alaska pour Elijah et dans le Missouri pour Briley. Une mauvaise nouvelle, ces individus sont dangereux et il faut absolument les intercepter. Des agents sont envoyés dans les deux États. En Alaska, la mission est facilement remplie et Briley est arrêté avant d'être renvoyé dans le Dakota.
la tâche s'avère bien plus complexe pour Elijah. Il est impossible de remonter sa trace dans le Missouri. Mais les enquêteurs savent que les 3 garçons ont dépouillé la maison des Pogue. Il y a donc de fortes chances pour qu'Elijah se présente chez des prêteurs sur gage avec des objets volés pour subvenir à ses besoins. Les policiers contactent donc tous les magasins du type de la région, transmettent la photo du suspect et attendent. La stratégie est payante. Quelque temps plus tard, ils sont rappelés par l'un de ces prêteurs sur gage qui affirme avoir discuté avec leur suspect. Elijah est par la suite localisé et il est lui aussi renvoyé dans le Dakota pour une confrontation avec ses 2 autres complices. Aucun d'entre eux ne nie sa participation au meurtre. Cependant, aucun d'entre eux non plus ne reconnaît être l'auteur du coup mortel. Ils se déresponsabilisent à tour de rôle. Évidemment, ils savent qu'ils n'échapperont pas à la prison, mais souhaitent en prendre le moins possible. Finalement, c'est Elijah qui craque le premier. Il est emmené sur les lieux du crime pour raconter le déroulé précis des événements tels qu'ils se sont passés. Les policiers sauront rapidement s'il ment. Les éléments médico-légaux dont il dispose permettent de corroborer ou non sa version. Il détaille donc tout ce qu'il s'est passé, jusqu'à ce qu'ils arrivent au ruisseau. À ce stade, Elijah fait une révélation. Briley et Darrell auraient envisagé d'agresser sexuellement Chester alors que celui-ci était nu et blessé dans le petit cours d'eau. Pendant qu'ils discutaient de cette éventualité, le jeune homme a pris la fuite. Mais il n'a pas pu aller bien loin à cause de sa condition physique, mais surtout, il ne possédait plus ses lunettes, ce qui le rendait malvoyant. Elijah n'a eu aucun mal à le rattraper pour le jeter dans le ruisseau à nouveau, avant que Briley lui assène les coups de couteau. Ce récit enregistré est suffisant pour renvoyer les 3 jeunes hommes devant la justice. Ils sont donc inculpés du meurtre avec préméditation de Chester Pogue. Au cours du mois de mai 2001, ils sont jugés pour ce crime atroce. Tous 3 ont plaidé coupables de meurtre avec préméditation. Darrell Hoadley a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Briley Piper a été condamné à la peine de mort et Elijah Page également condamné à la peine de mort. Ce dernier a d'ailleurs déjà été exécuté, le mercredi 11 juillet 2007 par injection létale. Briley Piper se trouve toujours dans le couloir de la mort et tente coûte que coûte d'éviter la peine de mort. Il est actuellement le seul condamné à la peine capitale de l'État. Une bien triste histoire pour un jeune homme qui n'avait fait de mal à personne et qui, au contraire, était en train de se remettre de la perte de son père. Voici pour cette histoire particulièrement difficile à entendre. Si vous avez apprécié que je vous la raconte, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux indiqués en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.